Alors, je suis très reconnaissante que vous êtes tous là ce soir pour cette thématique extrêmement présente et actuelle. Il faut dire que je crois quand même que le mouvement écologique a le mérite de thématiser le dossier des Ewigkeitschemikalien, des PFAS, des TFA. Il y a à peu près 2 ans, en publiant des analyses concernant la pollution des eaux, c'est-à-dire l'eau souterraine, etc., et de l'eau de robinet et de l'eau dans les bouteilles. Et il faut dire que nous, on le faisait dans le cadre d'une campagne européenne avec Pan Europe. Et honnêtement, nous aussi, on était assez choqués de la situation. C'est pour ça qu'on continue le dossier. Et surtout parce que la thématique n'est pas encore bien explorée à terme du point de vue relevance pour la santé. On trouve très peu d'acteurs qui aiment se prononcer sur la thématique et qu'il n'y a encore pas assez de mesures qui sont prises ni au niveau européen ni au niveau national pour protéger les consommateurs de cette pollution. Et comme c'est une Ewigkeitschemikalien, elle s'accumule au fil des années et elle ne va plus diminuer, c'est-à-dire qu'il y a une pression urgente à nos yeux. Ce qui est très positif, c'est qu'au Luxembourg, il y a l'administration pour la gestion de l'eau, qui avait aussi réalisé un séminaire il y a un mois environ sur la thématique, c'est-à-dire les choses bougent. C'est au niveau des analyses, mais bon, c'est OK, il faut faire des analyses aussi, qui montrent aussi une pollution. Ils constatent la même chose que nous. Il y a certains syndicats des eaux qui commencent à bouger. Mais on sait très bien que les gens sont très préoccupés. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre santé? C'est pour ça qu'on est très contente que Kyodin est là ce soir. Son association est vraiment très reconnue dans son engagement au niveau de réduction des pesticides, etc. Ça a une renommée extrême. Il faut dire que nous, en tant que NECO, on profite largement de votre travail. Et de son cassis 8 personnes. Elle m'a dit, je suis un petit peu ébahie parce qu'ils font du travail gigantesque. Si vous avez une fois le temps ou vous voulez consulter leur site, ça vaut la peine. Et je suis réjouie que tu es là ce soir. Le public est très varié. Il y a des gens, des chercheurs, il y a des gens du ministère, il y a tout à chacun. C'est que je m'attends à une conférence très inspirante de ta part et à une très bonne discussion. Comme c'est toujours le cas chez nous, après coup, il y aura quelque chose à voir. Là, il faut dire qu'on a eu un moment très dégueulasse au sein de notre organisation lorsque les analyses du vin ont été publiées. Le vin au nu ici est pas optimal. Mais le vin bio est mis à part quelques exceptions quand même très bien. Et vous recevrez naturellement du vin bio et un petit sandwich bio après la conférence et on vous invite déjà à y venir. Maintenant, c'est à toi qui le dis. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup Blanche, merci beaucoup au MECO d'organiser cette soirée ce soir pour vous parler de PFAS. Alors, en effet, je vais faire juste une toute petite présentation de Génération Future. Donc, c'est une association française agréée par le ministère de l'écologie. Notre cœur de métier, c'est vraiment la pollution chimique, notamment les pesticides, sur lesquels on a la plus grosse ancienneté sur notre travail. On veut informer, mobiliser, ça fait partie de justement ce qu'on fait ce soir, pouvoir répondre aux questions, expliquer ce qui se passe. Et comme le disait Blanche, nous sommes 8 salariés, mais derrière beaucoup d'adhérents, beaucoup de bénévoles, beaucoup de relais locaux aussi en France. Voilà, ce ne sont pas que nous, 8, qui travaillons à ça. On essaye aussi d'avoir une portée européenne, donc on fait partie notamment de Pan Europe sur la partie pesticides, mais aussi du Bureau européen de l'environnement, EEB, et de HIL, qui est aussi une instance européenne, parce que beaucoup de choses se font aussi au niveau européen sur la pollution chimique, donc c'est important d'y être. Donc le sujet de ce soir sur les PFAS, on va commencer par un peu expliquer ce que c'est. Je suis désolée, il va y avoir un tout petit peu de chimie, parce que c'est quand même le point commun des PFAS. Pour après pouvoir expliquer comment ils se retrouvent dans notre alimentation, dans notre eau et dans notre corps, avec les impacts sanitaires qui en découlent. Et surtout, quelles solutions on peut mettre en place au niveau d'un pays, au niveau de l'Europe.
Donc, les PFAS, donc PFAS, ça veut dire per-poly, le P. Fluoro, c'est du fluor. Alkyle, c'est une chaîne carbonée. Et substance. Donc, c'est vraiment ça le point commun dans les PFAS, c'est cette structure carbone-fluor qui peut être dans, du coup, plein de types de molécules. Donc, il faut vraiment comprendre que les PFAS, ce n'est pas une famille homogène. C'est une famille où il y a ce point commun d'un carbone saturé de fluor. Et après, ça peut être plein de formes différentes. Et bien sûr, ce sont des molécules synthétiques. Ce ne sont pas des molécules qui existent dans l'environnement. Vous m'entendez bien? C'est vrai que je n'ai pas commencé par dire ça. Jusqu'au fond, ça a l'air bien. Alors pourquoi on a fabriqué ces PFAS? Parce que cette liaison carbone-fluor, elle est très très solide, hyper stable. Et donc ça veut dire que ce produit va bien tenir à tout ce qui est contrainte chimique, contrainte thermique, et également contrainte biologique, puisque la vie ne s'est pas développée avec ces substances-là, donc on n'a pas de dégradation dans l'environnement. D'où ce surnom de polluant éternel, qui permet de donner cette idée-là de persistance dans l'environnement tout au long de la vie de la molécule. Ces PFAS, ils ont été justement mis en place parce qu'ils sont stables. Ça leur permet d'être résistants au feu, résistants à la chaleur. Ils sont aussi anti-adhérents parce qu'ils permettent d'être imperméables à l'eau, imperméables au gras. Donc c'est vraiment toutes ces propriétés-là qui ont fait le succès des PFAS et qui font également le gros problème environnemental qu'on a aujourd'hui. Donc on les retrouve un peu partout, dans tous les types de produits de consommation, dans des utilisations industrielles. Donc on peut penser aux cosmétiques, aux textiles, super, hein, textile anti-tache, c'est vrai que le PFAS permet de ne pas avoir de taches sur ses vêtements. Au point de vue industriel, il va y avoir tout ce qui est vernis, peinture, les joints d'étanchéité. Ce sont aussi des joints qui vont être très stables. Et dans l'usage agricole, on va avoir notamment les pesticides, qui peuvent également être des PFAS. Donc là, je vous ai mis des grosses formules qui font peur, juste pour vous montrer la variété des PFAS qu'il va y avoir. Donc ceux qu'on connaît le mieux, les PFAS qui sont historiques, en fait, qui ont été utilisés dès les années 1950 dans l'industrie, c'est notamment le PFOA, celui qui est au milieu, au centre, qui est utilisé notamment dans les mousses anti-incendie, et qui est utilisé dans plein de produits industriels. À sa droite, vous avez le PTFE qui est un polymère PFAS. Donc les PFAS, ce n'est pas que des substances en tant que telles, c'est aussi des plastiques. Donc des grosses structures, des macromolécules. Et là, en fait, le PTFE, c'est l'équivalent du polyéthylène, mais on a remplacé les hydrogènes par des fluors. Donc on a un polyéthylène super résistant. Et on peut le retrouver également dans les pesticides. Le flufénacet, c'est celui qui est le plus utilisé. Les médicaments. Et un autre usage qui est très important, c'est aussi les fluides réfrigérants, donc tout ce qui est gaz dans les clims et dans les chambres froides. C'est également une substance PFAS. Et je voulais vous parler plus particulièrement du petit dernier en bas à droite, le TFA, qui est tout petit. C'est ce qui fait également sa dangerosité parce qu'il est très soluble dans l'eau, donc il va très facilement diffuser dans tout l'environnement. D'où le fait qu'on le retrouve dans notre vin derrière. Il a toujours la caractéristique du PFAS, hyper persistant. On n'a pas trouvé de dégradation observée dans les études sur le TFA. Et on le retrouve également en contamination en tant que matière première. L'industrie va utiliser le TFA pour greffer le groupe carbone-fluor sur une molécule et la rendre plus stable. Et on a l'effet inverse. Ces médicaments, ces pesticides qui contiennent ce groupement-là, la partie carbonée va se dégrader petit à petit, puis à la fin, il va rester le TFA. C'est pour ça que polluant éternel, c'est un petit peu abusif, parce que ce n'est pas forcément toute la molécule qui va rester éternellement. Mais la partie très stable, carbone-fluor, elle, va persister. Alors, qui nous donne du PFAS à niveau européen? Donc là, je vous ai repris les estimations qui sont faites au niveau européen sur le règlement REACH. Donc la fabrication PFAS en tant que telle, le fait de fabriquer des PFAS, c'est déjà 160 000 tonnes au niveau européen. Et après, il y a 22 usages qui ont été évalués. Ça ne couvre pas les mousses anti-incendie, ça ne couvre pas les pesticides, ça ne couvre pas non plus les médicaments d'ailleurs, je suis en train de penser, qui sont des réglementations à part. Et on voit qu'on a un petit quart qui sont sur les textiles, 64 000 tonnes par an liées aux textiles. Les gaz fluorés dont je vous parlais pour les climatisations, c'est aussi une part très importante
de l'utilisation des PFAS. Et derrière, le troisième sur le podium, ce sont les transports avec 42 000 tonnes de PFAS par an au niveau européen. Donc les mousses anti-incendie, c'est moins important en tonnage, on est à 470 tonnes de PFAS par an. Par contre, ce sont des contaminations qui vont être directement dans l'environnement. On va utiliser la mousse anti-incendie, avec un peu de chance, il y a quand même un bac de rétention, mais comme on ne sait pas gérer le PFAS, ce bac de rétention va se retrouver un moment ou l'autre dans l'environnement. Et donc ce sont des émissions directes dans l'environnement. Et également les pesticides. Donc là, je n'ai pas de données européennes, j'ai que les données françaises. Mais déjà, rien que pour la France, on est à 2300 tonnes par an, avec le flufénacet que je vous montrais tout à l'heure, qui est le numéro 1 loin devant, et puis après, d'autres pesticides. Sachant que le flufénacet a été interdit au niveau européen. Donc, il faudra voir comment ça va s'équilibrer, ou est-ce qu'on va avoir d'autres substitutions que des PFAS. Ce qui est important de comprendre sur les pesticides, donc c'est un peu comme une anti-incendie, c'est une émission qui va être directement sur les cultures. Donc les PFAS vont s'infiltrer dans le sol, dans les eaux de surface et dans les eaux souterraines surtout. Et donc l'agence environnementale allemande a identifié que les pesticides PFAS, ça représentait plus de 3/4 des émissions de TFA, donc le tout petit PFAS dont on parlait au début, dans les eaux souterraines. Donc c'est vraiment une source importante à prendre en compte sur toute la contamination TFA, qui, on le verra après, est en plus très difficile à traiter. Il est tellement petit que c'est très compliqué à retirer. Donc, le cycle, en fait, c'est qu'on a des PFAS qui sont dans nos biens de consommation, également des PFAS qui vont être épandus dans l'environnement via les mousses, via les pesticides, via aussi la gestion de fin de vie. Donc, tous nos biens de consommation, à un moment, vont se retrouver soit en décharge, soit en incinération. Sachant que la seule façon de détruire vraiment cette liaison carbone-fluor, c'est de chauffer les PFAS à 1400 degrés et que nos incinérateurs sont à 850. En fait, quand on brûle un PFAS, on libère des PFAS autres dans l'atmosphère. Donc on a vraiment cette boucle-là. Et tout ce qui est dans l'environnement va s'accumuler dans l'alimentation, que ce soit légumes, céréales, mais bien évidemment aussi animaux. Donc la première exposition pour la population générale, c'est via l'alimentation. Ça comporte également l'eau potable. Il y a des expositions qui sont très particulières au milieu professionnel, je pense aux pompiers sur les mousses anti-incendie, et également aux salariés d'industrie chimique, qui sont également qui sont exposés potentiellement à des PFAS. Et on verra après que l'exposition in utero et via l'allaitement est également une voie importante d'exposition pour les jeunes nourrissons. Donc, comme je vous le disais, c'est surtout l'alimentation qui est la première voie d'exposition. Alors, ce qui est important à comprendre sur l'alimentation, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation ne nous protège pas. Donc, l'Agence européenne de la sécurité alimentaire, en 2020, a établi ce qu'ils appellent une dose hebdomadaire tolérable, c'est-à-dire une dose auquel on peut être exposé sans avoir d'effet accru, normalement, d'impact sanitaire. Alors, ils prennent une semaine et puis c'est une exposition chronique. Il ne faut pas le prendre sur une semaine, j'ai dépassé mon seuil, c'est catastrophique, c'est de l'exposition chronique. Mais donc, ils ont mis ce seuil-là à 4,4 nanogrammes par kilo. Donc, ça veut dire qu'un enfant doit être moins exposé qu'un adulte. Voilà, c'est par rapport au poids corporel. Donc, pour un adulte de 60 kg, histoire de prendre en compte les femmes, on sera à 264 nanogrammes comme limite à ne pas dépasser sur sa semaine complète d'exposition au PFAS. Et quand on regarde de l'autre côté le règlement européen, les limites qui sont en place actuellement sur l'alimentation, donc déjà ça ne couvre pas toute notre alimentation. Vous voyez, j'ai mis poisson, mollusques, œufs, viande. Il manque quand même pas mal encore d'aliments à encadrer, céréales, fruits et légumes, enfin bon, ça, voilà, histoire de varier un peu quand même entre la viande et le poisson. Et les limites qui ont été établies sont différentes selon le type d'aliment. Parce qu'en fait, ces limites, elles n'ont pas été établies de façon logique par rapport à la limite sanitaire, elles ont été établies par rapport à ce qu'on retrouve effectivement dans les échantillons. Donc, on a pris des échantillons de poissons et on a dit, bah voilà, 95% sont en dessous de ça, on va mettre la limite là.
Puis poissons, on était embêtés parce qu'il y en avait qui étaient quand même très contaminés. Donc on a fait un groupe de poissons à 2, un groupe de poissons à 8, et puis un groupe de poissons à 45 quand même. Donc, il faut vous montrer la logique. Et ce qu'on a essayé de mettre en avant dans cette étude, c'est vraiment l'incohérence entre la limite sanitaire, enfin, la limite recommandée du point de vue sanitaire par l'EFSA, et le règlement actuel. Donc pour un adulte de 60 kg, si moi je mange 500 g de viande de bœuf, je vais ingérer 650 nanogrammes de PFAS si je me mets à la limite réglementaire. Ce qui veut dire que j'ai déjà pris 2,5 fois la dose que je ne dois pas dépasser dans une semaine. Et je n'ai fait que manger ces 500 grammes. Donc je ne prends pas en compte le reste de mon exposition. C'est pour ça qu'il faut manger moins de viande. C'est sûr. Mais voilà, ceci dit, les œufs, c'est pas fou non plus. Donc, indépendamment de ce qu'on consomme, vraiment, la façon dont a été réfléchie cette limite est antinomique avec la limite sanitaire qui a été mise en place par l'EFSA. Donc, je vous passe rapidement, mais pour un enfant, bien entendu, c'est comme sa limite, lui, est encore plus basse, parce que là, on a pris un enfant de 4 ans, à peu près 15 kilos. Du coup, lui, juste avec un œuf, il a déjà pris 1,5 fois sa dose pour la semaine. Alors, heureusement, ce qu'on peut se dire, c'est que tous les aliments ne sont pas à cette limite réglementaire. C'est juste l'encadrement réglementaire qui est à cette limite-là. Mais bien heureusement, on a quand même des alimentations qui peuvent être bien en dessous de cette limite réglementaire. Donc, ce qu'on a fait comme analyse, c'est reprendre les données des contrôles sanitaires qui sont faits par chaque pays. Chaque année, il y a des contrôles sur l'alimentation. Et là, on a compilé les données de l'Allemagne, du Pays-Bas, du Danemark et de la France pour avoir un nombre assez important d'échantillons et pouvoir en tirer quelque chose qui soit un peu représentatif. Donc, ça fait un peu moins de 3000 échantillons. Et donc, ce qu'on voit quand même, sans surprise, c'est que les poissons sont ceux qui ont le plus... Enfin, 69% des poissons contiennent au moins un des 4 PFAS réglementés. Donc, c'est quand même une proportion importante. Sur les mollusques aussi, c'est important. Les œufs, c'est un gros tiers des œufs qui contiennent au moins un des 4 PFAS qui sont réglementés. Et puis après, ça décroît un peu sur les autres types d'aliments. Au Luxembourg, j'ai regardé ce qui avait été fait en 2023. Bon, il n'y a pas beaucoup d'échantillons, 83 échantillons, c'est un peu difficile de vous en sortir quelque chose. Et en plus, sur les analyses, les limites de détection ne sont pas les mêmes tout le temps. Donc en fait, ce qui sort, c'est ceux où on a pu détecter bas. Après, quand on a une limite de détection qui est un peu trop haute, on ne voit pas ce qui se passe dessous. Donc, mais il y a quand même un petit peu de tout. Il y a des graines, des fruits, de la viande, du lait. Bon, donc il y a pas mal de choses découvertes, mais pas assez d'échantillons et pas assez de détection fine pour pouvoir vraiment interpréter les résultats. Alors, Génération Future, ce qu'on a fait pour sensibiliser aussi les gens à cette pollution PFAS, c'est qu'on a repris les résultats des contrôles sanitaires qui sont faits par nos agences régionales de santé, qui vérifient l'eau distribuée à l'ensemble des Français. La norme européenne, qui a été reprise pour la norme française, c'est la somme de 20 PFAS, donc dans la grande famille, ils en ont pris 20, les 20 où on est le plus exposé a priori, et ils ont mis une limite pour la somme de ces 20 à 100 nanogrammes par litre. Entre-temps, on a quand même consulté notre Haut Conseil de la santé publique qui, lui, disait que bon, c'était bien de prendre cette norme-là, mais que du point de vue sanitaire, ça aurait été intéressant de prendre également une somme de 4 PFAS encore plus préoccupants, enfin qui sont dans ces 20-là, mais les 4 plus préoccupants des 20, c'est ceux qui sont réglementés dans l'alimentation, et de mettre une limite à 20 nanogrammes par litre. Et puis après, on a différentes interprétations selon les pays. Le Danemark va encore plus bas, la Suède est un peu intermédiaire. Et donc, ce qu'on a montré, c'est que sur l'ensemble de l'eau distribuée en France, on a quand même une situation qui est rassurante. Donc, tout ce qui est en vert, ça veut dire qu'on n'a pas détecté aucun de ces 20 PFAS. Ce qui est en jaune, c'est qu'on en a détecté, mais on est en dessous de cette limite à 100 nanogrammes et la somme des 4 inférieure à 20. Et après, on a, du coup, vous voyez quand même pas mal de gris sur cette carte. Enfin, ou de blanc, ça paraît plutôt blanc, je pense, pour vous. Et ça, c'est les endroits où nos agences régionales de santé n'ont pas fait d'analyse. Donc là, ça fait quand même presque 50% du territoire où on ne sait pas encore. Sachant que cette norme européenne s'applique à partir du 12 janvier 2026. Donc quand même, on commence à s'en approcher là. Et ce qu'on a pu aussi mettre en évidence, c'est les situations ponctuelles de problèmes de PFAS. Donc c'est les petits points rouges que vous voyez un petit peu.
Et là, ça peut être lié à un problème industriel, une contamination liée à l'industrie, que ce soit pharmaceutique, chimique. On peut aussi avoir des aéroports avec l'utilisation de mousses anti-incendie, surtout d'entraînement, qui fait qu'on utilise régulièrement des mousses anti-incendie. Et une source importante aussi, c'est les boues d'épuration des stations qui sont après épandues sur les champs. Et donc, en fait, on concentre dans les boues les PFAS et puis après, on les met sur les champs. Donc, bizarrement, ça se retrouve dans l'eau souterraine qui est pompée pour faire de l'eau potable. Notre agence nationale de sécurité a également fait ils ont repris beaucoup d'infos sur toutes les données qu'il y avait sur l'eau. Là, je vous ai mis l'eau distribuée et l'eau en bouteille. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même... Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, plus le point est gros en haut, plus il y a d'échantillons. Enfin, plus il y a... Enfin, non. En dessous... Je ne vais pas être clair là. En dessous des points hauts, vous avez le nombre d'échantillons. Donc, en gros, il y a 7800 échantillons pour l'eau distribuée, donc l'eau du robinet, et que 93 échantillons pour l'eau en bouteille. Donc, on voit quand même qu'on n'a pas la même échantillonnage sur les deux. Et on trouve quand même des PFAS dans l'eau en bouteille, dans le peu d'échantillons que l'on a. Au niveau Luxembourg, le MECO a participé avec PAN à une analyse du TFA, parce que du coup, ça j'ai oublié de le dire, là c'est les 20 PFAS de la réglementation. Le TFA ne fait pas partie de ces 20 PFAS. Le TFA n'est pas réglementé aujourd'hui. Et donc ce qui est important de voir, c'est que quand même c'est celui-là qui est le plus présent dans l'eau qu'on boit. C'est le PFAS qui est le plus présent. Là, c'est des résultats sur de l'eau du robinet. Donc, je vous ai mis le seuil à 100 nanogrammes par litre. En fait, le TFA étant un produit de dégradation des pesticides, qui est pertinent, on devrait appliquer le seuil de ces produits de dégradation des pesticides qui est à 100 nanogrammes par litre. Ce n'est pas fait pour l'instant. Je vous ai mis un autre repère, la barre du dessus, qui est dans la directive européenne. Il y avait deux valeurs guides. Il y avait la somme des 20 à 100 nanogrammes par litre, et puis il y a aussi la somme de tous les PFAS, indépendamment de toute la famille, à 500 nanogrammes par litre. Et vous voyez, rien que le TFA est sur plus de la moitié au-dessus de cette limite qui était établie pour l'ensemble de la famille des PFAS. Et les Pays-Bas, eux, ont essayé de travailler sur une vraie valeur sanitaire, parce qu'avant, c'est des valeurs réglementaires, ça ne veut pas forcément dire que c'est corrélé à une étude sanitaire. Les Pays-Bas, eux, ont établi une valeur sanitaire à 2200 nanogrammes par litre, qui est déjà dépassée dans certains cas. Là, Paris, on est juste en dessous, mais en fait, on a aussi d'autres échantillons, on était à 6000, donc on est aussi passé au-dessus. Le Luxembourg est à 660, là, vous voyez. Donc, on dépasse le total de ce qu'on devrait avoir dans l'eau, mais on est en dessous de la valeur sanitaire établie aux Pays-Bas. Et le même travail a été fait dans l'eau en bouteille. Donc il y avait 19 échantillons d'eau embouteillée, 7 avec un taux de TFA au-dessus de cette limite de 100 nanogrammes par litre. Et l'échantillon du Luxembourg était aux alentours de 400. Et l'échantillon belge, là, pourquoi il est... Il est où le belge? Il est en dessous là. Ah bah pourquoi il est contaminé? Parce qu'il est sur une source d'eau souterraine où le TFA est très présent. On ne sait pas pourquoi, vous n'êtes pas allé voir. Ah bah ça peut être plein de choses en fait. C'est ça le problème, c'est que ça peut être des pesticides, ça peut être aussi des rejets industriels, ça peut être plein de choses. Donc moi j'en suis pas allée voir où était pris celle. Donc une fois qu'on a été exposé via notre alimentation, via notre eau, bah forcément ces PFAS se retrouvent aussi dans notre corps. Donc ils se distribuent bien dans le sang, dans le foie, dans les reins. Ils passent la barrière placentaire. L'Académie de médecine américaine a mis en place des valeurs guides sur la somme de 7 PFAS. Et ils ont établi une limite à 2 nanogrammes par millilitre, en dessous de laquelle ils considèrent qu'on n'a pas de risque accru d'impact sanitaire. Une limite à 20 nanogrammes par millilitre, sur lequel on a ce risque accru d'impact sanitaire de l'exposition aux PFAS. Et puis cette zone grise, entre 2 et 20, où c'est possible qu'on ait des effets indésirables, mais c'est moins facile à lier. Et quand on regarde ce qu'on a effectivement dans le sang, donc en France, il y a l'agence Santé publique France qui a fait une étude de biosurveillance avec plus de 450 adultes et presque 250 enfants entre 2014 et 2016. Ils ont analysé leur sang et
toutes les personnes qui ont été incluses dans cette étude avaient du PFOA et du PFOS dans le sang, 100%. Tous les enfants, tous les adultes. Et quand vous regardez les moyennes, vous voyez, PFOS, on est déjà à, en moyenne, 2. Donc on est déjà, rien que pour le PFOS, on est déjà à cette limite établie par l'Académie de médecine américaine de dire, on est dans cette zone grise. On rajoute le PFOA, on est aussi à peu près à 2 pour les enfants. Donc on est déjà à 4. Donc on est vraiment, la moyenne de la population est dans cette zone grise, entre 2 et 20. Et un truc qui est important à comprendre aussi, c'est que tel qu'on l'a vu pour l'instant, les PFAS s'accumulent au cours de la vie. Donc plus on est âgé, plus on a de PFAS dans son sang. Les enfants en ont moins que les adultes, qui en ont moins que les personnes un peu plus âgées. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont faire une deuxième enquête. Là, ils sont en train de la lancer. Là, ça a été lancé en juin. Ils commencent à faire les suivis. On aura les résultats en 2028. Ça permettra de faire un petit peu l'évolution de la situation. Donc, les effets sur la santé sont assez variés, sachant que ces données sont parcellaires, puisque, comme je vous le disais, c'est une très grande famille. On n'a pas les données de toxicologie sur toute cette multiplicité de substances. Ceux qu'on connaît le mieux, c'est ceux qu'on utilise depuis longtemps, le PFOA et le PFOS. Et quand même, on arrive à trouver des points communs sur les impacts sanitaires de cette famille. Donc, le premier point commun, c'est une toxicité sur le foie, toxicité hépatique. Un impact aussi sur le taux de cholestérol, une augmentation du taux de cholestérol, donc un impact cardiovasculaire. Des impacts également sur la thyroïde, donc tout l'équilibre des hormones thyroïdiennes. Des impacts sur l'enfant à naître et le nourrisson, avec une réponse amoindrie à la vaccination, donc un affaiblissement de son système immunitaire, un plus petit poids à la naissance. Et après, on a la partie cancérologie aussi, où il y a un lien qui est établi avec les cancers du rein et du testicule, et des éléments qui portent à penser également qu'il y aurait un lien avec le cancer du sein. Les 2 PFAS qui sont aujourd'hui catalogués cancérogènes, c'est le PFOA et le PFOS. Donc le PFOA est enregistré en tant que cancérogène certain, donc le groupe 1, celui où on a le plus d'éléments pour dire qu'il y a vraiment un impact. Et le PFOS étant peut-être cancérogène, donc le groupe 2B qui a moins d'éléments pour aller dans ce sens-là, mais qui est quand même reconnu en tant que peut-être cancérogène. Donc ça, c'est les établissements, enfin c'est l'enregistrement au niveau de l'agence de recherche sur le cancer pour l'OMS. Le TFA, lui, on a peu d'éléments encore sur son impact sanitaire, c'est en cours d'évaluation. Donc là, par exemple, le parti reprotoxique, donc toxicité sur la reproduction, sur l'enfant à naître, est en cours d'évaluation au niveau européen pour être identifié à un niveau reprotoxique susceptible de nuire au développement du fœtus, avec notamment des malformations sur les yeux. Et on a d'autres toxicités qui sont en cours d'étude sur le foie, les hormones thyroïdiennes, une baisse des globules blancs, donc un effet sur le système immunitaire également, et un impact sur la qualité du sperme. Par contre, nous n'avons toujours pas d'études de toxicité chronique pour vraiment évaluer l'impact cancérogène du TFA. Et, quand je l'ai remis là, mais il n'est toujours pas réglementé non plus. Le Conseil nordique des ministres, en 2019, avait évalué quel était le coût de l'impact santé des PFAS. Il estimait qu'il y avait 3% de la population européenne qui était particulièrement exposée aux PFAS et que les frais de santé, au global, représentaient entre 52 et 84 milliards d'euros par an sur les impacts des PFAS. Ils avaient pris différentes populations, les travailleurs avec les cancers du rein liés à l'exposition aux PFAS, toutes les pathologies pour les populations qui habitent à côté de zones rejetant des PFAS, donc soit des usines, soit des pesticides aussi, et la prise en charge de l'hypertension liée à la hausse de cholestérol dont on parlait tout à l'heure sur la population générale. Alors, les solutions. Donc, comme je vous le disais, le problème des PFAS, c'est qu'on les a produits pour qu'ils soient sales. Donc, forcément, ils continuent à s'accumuler et on ne peut pas les détruire facilement, ni même les filtrer facilement. Donc la seule manière de vraiment arrêter cette accumulation, c'est d'arrêter d'en produire. Je suis désolée de dire un truc aussi simple, mais
C'est vraiment la situation. Donc c'est quand même ce qui est en cours. Donc il y a une convention internationale qui encadre les polluants organiques persistants, les POP, qui a reconnu plusieurs PFAS en tant que POP. Donc en 2009, le PFOS, en 2020, le PFOA, et plus récemment en 2023, un autre PFAS, le PFHXS. Donc ces trois-là sont interdits en tant que polluants organiques persistants. C'est vraiment le côté persistant qui a été reconnu. Le règlement REACH, c'est le règlement qui encadre les produits chimiques au niveau de l'Europe. Et pour les produits qui posent problème, il est possible de mettre en place des restrictions, donc des interdictions, qui sont quand même souvent liées avec certaines dérogations selon les usages, mais le principe est d'interdire une substance parce qu'on ne sait pas maîtriser les risques. Et c'est ce qui a été mis en place pour une partie des PFAS, donc ceux qui ont entre 9 et 14 carbone. Voilà, en 2023, il y a une première restriction sur cette sous-famille-là de PFAS. En 2024, il y a eu une restriction sur un PFAS en particulier, le PFHXA. Et tout récemment, là, on est arrivé à la validation de la restriction des PFAS, et là, pour le coup, de toute la famille des PFAS, dans les mousses anti-incendie, de par leur pollution environnementale. Et alors, le gros bout au niveau européen, c'est la restriction universelle des PFAS. Donc, en 2023, 5 pays européens ont proposé au règlement REACH de faire une restriction qu'on appelle universelle parce qu'elle concerne tous les PFAS. Donc, vraiment, la définition que je vous ai donnée au début, chimique, sur je possède un carbone avec des fluors autour. Toutes les étapes, fabrication, utilisation, mise sur le marché, importation. Et normalement, tous les usages. Donc vraiment, la justification derrière, c'était on ne sait pas maîtriser ces molécules, donc il faut qu'on arrête d'en faire. Donc l'option qu'ils avaient appelée R01, c'est interdiction totale à partir du moment où la restriction est en vigueur. On a 18 mois de tolérance et après, niet. Bon, j'avoue que là, même ceux qui ont déposé étaient conscients que ça allait être compliqué à mettre en place. Ce que je vous disais aussi, c'est que les PFAS sont partout, donc plus le problème est grand, plus c'est compliqué de les résoudre rapidement aussi. Donc, ils ont quand même proposé une option 2 qui leur semblait plus raisonnable, avec l'interdiction par défaut et des dérogations, normalement majoritairement limitées dans le temps, et pour les utilisations sur lesquelles les substitutions sont vraiment compliquées. Donc, c'est celle-là qu'ils avaient poussée sur leur restriction. Donc, ah oui, je ne les ai pas cités, c'est l'Allemagne, le Pays-Bas, le Danemark, la Suède et la Norvège qui ont porté cette demande de restriction. Donc il y a eu une consultation publique qui a été menée de mars à septembre 2023, où il y a eu énormément de commentaires. 5600 commentaires, c'est vraiment beaucoup pour une consultation sur une restriction dans ce règlement. Ce qui fait qu'ils ont mis 2 ans à intégrer tous ces commentaires et on vient juste d'avoir ce qu'ils appellent le background document, qui est en fait la mise à jour de la demande initiale en intégrant tous les commentaires qu'ils avaient reçus pendant la consultation publique. Donc, le document aujourd'hui, alors initialement, la demande des 5 pays, c'était 14, ils avaient identifié 14 secteurs. Avec les retours, ils en ont mis, à part certains, en fait, c'est un peu réorganisé, c'est pas vraiment non plus des nouveaux secteurs. Mais donc, on arrive sur 22 secteurs. Ensuite, ils ont malheureusement mis dans l'option de dérogation plus de dérogations. Donc, il y a 3 types de dérogations. Une dérogation hors polymère, donc hors plastique PFAS sans limite de temps, une dérogation hors limite PFAS, hors plastique PFAS, pardon, avec limite de temps, et une dérogation sur les polymères PFAS. Et donc, notamment sans limite de temps, il y a eu beaucoup plus de dérogations qui ont été incluses, notamment pour inclure tout ce qui est recyclage, parce que c'est vrai que c'est très compliqué pour toute cette industrie. Ils ne maîtrisent pas la matière première, et donc ils se retrouvent avec des PFAS forcément dans leurs produits. Alors, le problème surtout de ce background document, c'est qu'ils ont intégré une 3e option, qui serait de laisser l'utilisation de PFAS, mais de mettre des garde-fous sur les émissions. Sauf que le problème là-dessus, c'est que du coup, production PFAS, fluides réfrigérants, semi-conducteurs, énergie et polymères PFAS pourraient continuer à travailler pour peu qu'ils soient capables de contrôler que leurs rejets ne contiennent pas de PFAS. Sauf qu'à partir du moment où on a produit un PFAS et qu'on sait que c'est stable, il ne va pas être rejeté tout de suite dans l'environnement, ok, ils arrivent à maîtriser leur rejet au niveau industriel.
très bien. Sauf qu'une fois que mon gaz, il est dans ma clim, à un moment, cette clim, elle va être en fin de vie, ce fluide, il va sortir, et il va se retrouver dans l'atmosphère, puis dans la sol, puis dans l'eau, puis dans notre corps. Donc en fait, toute production de PFAS, aujourd'hui, quand on n'est pas capable de les détruire, c'est déjà une émission. Alors, ça peut être une émission dans plus longtemps, il y a toujours un délai, mais ça sera quand même une émission. Donc c'est vraiment une option qui nous fait très peur parce que ça affaiblit complètement l'idée de cette restriction universelle sur le fait de vraiment sortir des PFAS. Donc la suite de cette restriction, c'est là, il y a 2 comités qui vont se prononcer, les 2 comités de l'ECA, de l'entité qui gère cette réglementation REACH. Donc il y en a un qui va sortir en mars, l'autre va être en draft pour avoir une consultation publique qui va durer 2 mois. Derrière, ils vont la finaliser. Et donc en gros, en fin d'année, l'ECA va produire sa recommandation sur cette restriction. Et après, ça va être envoyé à la Commission européenne pour statuer. Donc l'année 2026 et l'année 2027 vont être vraiment cruciales pour la suite de notre vie avec les PFAS. Alors certains pays essayent d'anticiper quand même, essayent déjà de connaître, comme on disait, c'est important de faire des échantillons, de savoir où on est, où on va. Donc il y a pas mal de plans nationaux dans différents pays sur les PFAS. Donc nos collègues de Hill ont fait un rapport justement pour expliquer tout ça. Donc c'est pour ça que je vous ai mis le lien, c'est plus complet, mais là j'ai vraiment mis un petit peu les données les plus probantes pour moi. Il y a également des lois qui sont passées pour interdire les PFAS en amont de cette restriction universelle. Donc nous, en France, la loi a été votée, a été validée en février 2025. Ça a été vraiment un gros moment pour Génération Future et pour beaucoup de gens qui se sont mobilisés dessus. Et finalement, cette loi interdit les PFAS dans les textiles, les cosmétiques et la wax des skis, qui permet aux skis de bien glisser, mais qui du coup se retrouve dans la neige directe. Et donc la mise en place de cette interdiction, c'est janvier 2026 pour la plupart, et il y a quelques textiles plus techniques qui sont en 2030. Donc les moments phares les points phares de cette loi, c'est déjà l'interdiction de toute la famille des PFAS, et ça c'était super important pour nous, c'est pas limité à certains PFAS, c'est vraiment le principe d'avoir, voilà, c'est toute la famille qui est concernée. Les limites proposées sont celles de la restriction universelle. Alors, donc, du coup, ça anticipe ce qu'on espère être la restriction universelle au niveau européen. Alors, le seul problème, c'est que le décret n'est pas encore sorti. Nous sommes le 13 novembre, c'est applicable le 1er janvier. Donc, il est en cours, la consultation a été faite, mais bon, je ne sais pas s'ils vont réussir à tenir cet échéance de janvier 2026 parce que ça devient court, là, quand même. L'autre point qui est très important, c'est la réduction des rejets à queue de PFAS par les installations industrielles, par les industries. Donc la loi prévoit de tendre vers la fin. Je vous laisse apprécier cette subjectivité, de tendre vers la fin, des PFAS en 2030. Le décret est sorti, pour le coup, il ne permet pas du tout de contrôler cette réduction. Donc la seule chose qu'on sait, c'est que vraiment en 2030, on devra tendre vers 0. Mais comment d'ici 2030, c'est vraiment pas clair dans le décret. Un troisième point, c'est le contrôle de l'eau de consommation. Là, on attend le décret. Le gros point important pour nous, c'est que le TFA soit intégré dans le contrôle de l'eau. Et, a priori, ça sera le cas. Il n'est pas encore sorti, donc voilà, je ne peux pas m'engager à 100%, mais c'est quand même très très bien parti pour qu'il soit dedans. Et après, le gros sujet aussi, c'est comment nous finançons la dépollution de l'eau. Parce que mettre en place des filtres sur l'eau sur les stations de captage pour produire l'eau du robinet, ça coûte très cher. C'est la municipalité qui se retrouve à mettre ça et à financer ça, alors que ce n'est pas du tout au niveau par rapport à leur budget, surtout pour les petites municipalités. Donc, il y a un financement qui a été voté dans cette loi, une redevance pollueur-payeur, qui n'est que de 100 grammes, 100 € les 100 grammes de PFAS, qui s'en sortent pas si mal, hein, franchement. Mais bon, voilà, ça permettait déjà d'avoir cette logique, que ce soit les personnes qui polluent, qui payent la dépollution. Voilà, important. Alors, ce décret-là n'est pas sorti.
vous n'êtes pas sans savoir que la situation politique en France n'est pas simple en ce moment. Donc c'est dans le budget. Bon, je ne sais pas comment ça se... Mais voilà, c'est vraiment un point de la loi qui était important sur non seulement sur la symbolique, mais aussi vraiment pour financer toute cette partie-là. Donc on essaye de pousser au maximum pour que ça sorte. Une autre interdiction qui est intéressante, c'est le Danemark, qui, sur la partie vraiment pollution TFA, a décidé de retirer les pesticides qui ont des substances actives où ils ont prouvé que ces 6 substances actives-là se dégradent en TFA. Et donc ça, si on a un peu de temps après, la question pourra en parler. En fait, aujourd'hui, il y a une substance active, le flufénacel, qui est celui qui est le plus utilisé, qui a été interdit au niveau de l'Europe. Mais il y a 18 mois de tolérance avant que ce soit au niveau national. Nous, en France, on va au bout des 18 mois, parce que c'est bien de les garder jusqu'au bout. Et les autres sont toujours autorisés dans l'Europe, donc il y a pas de raison. Enfin, les pays ne sont pas obligés de le remettre en cause. Et le Danemark, lui, l'a fait. Il a dit non, ces 6-là, je les retire de mon chef. Donc ça permet quand même d'avoir un peu d'espoir sur la façon dont au niveau national et au niveau européen, on peut mettre en place les solutions collectives pour en tout cas pour limiter et pour arrêter de continuer à accumuler ces polluants qui, sinon, continueront à s'accumuler dans l'environnement et dans notre corps. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, super. On a déjà eu beaucoup d'oratrices, mais toi, tu étais vraiment excellente. Merci. Pour cette thématique très complexe, mes respects. Hein. Il n'y avait pas trop de molécules, ça. Bon, il y avait des discussions sur le nombre des... Blanche était inquiète que je vous perde dans les carbones et les fluors. C'est parfait. Alors, c'est ouvert à poser des questions, mais moi, si vous ne voulez pas parler français, dites-les en luxembourgeois. Je vais encore ajouter qu'on apprécie en tant que BICO que le ministère de l'Environnement nous soutient dans la démarche d'une organisation comme celle-ci. Vous avez parlé surtout de contamination chronique et par rapport aux contaminations aiguës, ça existe? C'est-à-dire, par exemple, si j'ai un feu et je l'éteins avec un extincteur à mousse et que je me prends plein de mousse dans la figure, est-ce que j'ai un risque ou quoi? Alors, les expositions aiguës, elles vont être sur les travailleurs. Pour le coup, c'est vraiment être exposé au TFA en tant que matière première. Dans les mousses, c'est quelques pourcents de PFAS dans la mousse. Donc, en tant qu'utilisateur de mousse anti-incendie, c'est vraiment le côté chronique qui à prendre en compte. Le côté aigu est beaucoup moins dangereux. Enfin, dangereux. Il est beaucoup moins présent. J'ai vu dans un reportage qu'il y a une certaine délocalisation de la production de certaines substances, par exemple l'Allemagne en France, parce qu'en Allemagne la législation est plus rigoureuse qu'en France. Donc, dans certaines entreprises, on a constaté même en France que les PFA, donc cette contamination, donc augmente. Donc, est-ce qu'il y a comme ça un genre de transposition de certaines industries dans les pays qui sont moins restrictifs? Est-ce que ça existe, un tourisme? Je ne suis pas sûre de comprendre votre question. Vous voulez dire qu'il y a des contaminations qui seraient liées à un pays et qui diffuseraient sur d'autres choses? Je crois que surtout c'est BASF, je crois, en Allemagne. Oui, alors BASF est producteur de PFAS. Oui, qui ont été dans le collimateur des autorités allemandes. Oui. Donc, et soudainement, donc, la contamination a baissé. Donc, chose étonnante, alors on a constaté que dans des filiales en France... vous voulez dire une délocalisation? Oui, délocalisation. On en a déjà en France. Hein. Donc, oui, peut-être qu'ils ont aussi poussé des lignes. Hein, vous avez raison, c'est plus facile. Nous, on a aussi des usines qui ont décidé de fermer en France, en disant on va aller ailleurs parce que là, il va y avoir une réglementation sur des PFAS si on n'a pas envie de s'adapter. Bon, ils l'ont pas dit comme ça, bien entendu. C'est mon interprétation personnelle. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une réglementation, ils sont obligés de la tenir. Donc c'est possible, ça, tout à fait. Bonsoir. Merci pour la présentation. En fait, ma question concerne plutôt les uniformes professionnels. Oui. Donc, quelles sont les alternatives? C'est-à-dire pour nos pompiers, les gens CFL, enfin le chemin de fer, les policiers,
c'est quand même important d'avoir cette matière, Tout à fait. pas que ça les protège. Est-ce qu'il y a des alternatives? Et qu'est-ce que ça implique pour les gens qui les utilisent, en fait? Alors, il y a des alternatives qui existent. Après, c'est pas simple à mettre en place quand même. Enfin, il faut un vrai délai. Donc, c'est vraiment ce type de textile sur lequel on a, par exemple, en France, donné un délai en 2030 pour pouvoir laisser le temps aux employeurs de renouveler tout le stock et de pouvoir vraiment équiper correctement les gens qui sont exposés. Donc, les alternatives existent, mais encore faut-il avoir le temps de les mettre en place. Et au niveau de la production, ça existe Oui. rapidement. Ils existent déjà sur le marché. On peut déjà avoir des... Et l'exposition, alors, des gens concernés, est-ce que... Alors, c'est pas par les Ça textiles sort- qui sont exposés. Enfin, en fait, le textile, du coup, les PFAS sont greffés sur le textile. L'inhalation de PFAS par le textile, c'est vraiment pas ça l'enjeu. Par contre, les pompiers, c'est parce qu'ils ont les mousses. C'est pas leur textile, enfin, c'est pas les EPI qui posent problème, c'est vraiment l'exposition via les mousses. Oui, Pardon. oui, bonjour. En fait, j'ai deux questions. J'ai aussi lu le fait que Danemark a maintenant une interdiction pour les PFAS. La critique était naturellement qu'il n'y a pas d'alternative dans le milieu de l'agriculture. Et je sais qu'il n'y a pas encore beaucoup d'analyses, des études qui sont faites. Peut-être est-ce que vous avez des solutions, dans le sens, est-ce que vous savez si il y a des organisations ou des pays qui sont en train de travailler là-dessus? Et la deuxième question, c'est en fait le rôle du VHO. Je ne sais pas comment on dit en... OMS, d'accord. Voilà, parce que apparemment ils sont en train de travailler sur une proposition pour une valeur limite pour le TFA. Est-ce que vous avez... J'attends. Ok, donc en fait c'est déjà dans le sens que La les PFAS sont pas, ils l'ont dans... Oui, l'Europe aussi. Enfin, c'est vraiment en cours, mais en effet, on l'attend avec impatience. Et pour répondre sur les pesticides, oui, c'est possible. Alors, c'est pas forcément du 1-1. C'est toujours la substitution des pesticides. La preuve, le Danemark le fait quand même, donc ça n'use pas expert alors que c'est pas possible. Au niveau de la France, on a aussi notre institution agricole l'INRAE, qui a aussi travaillé sur sa partie substitution des pesticides PFAS, et les solutions existent. Après, Parce qu'en fait, c'est très important cette étape pour Oui. un pays. Parce que j'ai l'impression, au niveau européen, c'est toujours, oui, il faut attendre l'Union européenne. Et si maintenant il y a un pays qui le fait, donc peut-être il y en a encore d'autres qui vont suivre. c'est vraiment pour ça que je vous ai mis cet exemple-là. Parce que je trouve que c'est vraiment un exemple fort sur le sujet. Nous, au niveau Génération Future, on va essayer de pousser ça au niveau de la France. Si la France le fait, ça rajoute encore une marche sur cette voie-là. Mais bon, je vous avoue que là, pour l'instant, la position du gouvernement français sur l'interdiction des pesticides PFAS, on n'est pas confiant 100%. Oui, bonsoir. Deux questions aussi. Une première par rapport au risque global d'exposition au PFAS. Si vous deviez choisir une industrie ou une production particulière, quelle serait d'après vous laquelle qu'il faudrait interdire le plus rapidement? Ça, c'est les questions. C'est pas facile de choisir là, vous me demandez quelque chose de... Alors moi, il y a une pollution PFAS que je trouve vraiment pas assez mise en valeur pour l'instant, c'est les polymères PFAS. Parce que du coup, comme c'est des polymères, comme c'est des plastiques, à court terme, l'impact sanitaire n'est pas direct. Et c'est pour ça d'ailleurs que les revêtements de cuisine ont été retirés de la loi française. Ils ont dit c'est pas des PFAS comme les autres, c'est des plastiques. Sauf qu'en fait, c'est des quantités énormes. Et ces plastiques-là vont à un moment être brûlés ou enfouis et se décomposer en PFAS. Donc moi, c'est vraiment un angle qui aujourd'hui pas assez mis en avant, je trouve, sur le point de vue réglementation sur les polymères. Les seuils sont toujours plus hauts, enfin vraiment. Après, il y a toute la partie fluide réfrigérant. Vous avez vu, c'était une grosse partie des usages. C'est aussi une partie qui impacte beaucoup le cycle de l'eau. Alors, on a parlé des pesticides PFAS pour l'eau souterraine, mais l'autre source de TFA
Pardon, je parle du TFA là. L'autre source de TFA, c'est aussi les fluides réfrigérants qui se dégradent très rapidement en TFA. Et les fluides réfrigérants, on est sorti des fluides réfrigérants toxiques pour la couche d'ozone pour passer aux fluides réfrigérants fluorés, et aujourd'hui on se retrouve avec des fluides réfrigérants fluorés. Et pour le coup, là aussi, il y a des alternatives. On peut utiliser d'autres fluides, on peut utiliser du CO2, on peut utiliser... il y a vraiment d'autres fluides que les PFAS. Et là, on est vraiment dans une substitution regrettable, où on a réussi à sauver un gros problème, mais on s'en est créé un deuxième. Et la deuxième question, c'est justement au niveau des substitutions. Est-ce qu'il y a une industrie pour laquelle, ou un type de production pour laquelle vous dites, pour l'instant, il n'y a pas de solution autre que l'IFAS? Alors, pas de solution, je trouve, j'arriverai pas à dire ça, mais parce qu'on en trouve, quand on en cherche, on en trouve. Mais une des dérogations qui est souvent mise en avant, c'est toute la partie batterie, produits électroniques. Et c'est vrai que ces industries-là se sont construites alors que les PFAS étaient déjà là, donc ils ont vraiment utilisé cette technologie-là, donc c'est plus compliqué à mettre en place. Mais je fais confiance à nos ingénieurs pour y arriver. On peut comparer donc le PFAS avec l'amiante. Si on n'y touche pas, je prends un peu comme les semi-conducteurs, ça ne touche pas, il n'y a pas grand-chose qui se passe, et si on les recycle de manière thermique, le plus grave, donc on fout tout en l'air. Même quand on les enfouit, à un moment, ça passe dans le cycle. Hein. Donc, Oui, parce qu'il y a maintenant certains producteurs qui essayent de produire sans PFAS, mais c'est dur à trouver encore, surtout les sous-fabricants. Les sous-fabricants ont du mal à trouver des... Oui, surtout pour les conducteurs, les semi-conducteurs. Ouais. Alors après, c'est tout un marché à mettre en place, hein. C'est toute une industrie à mettre en place. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Chemsec a fait, j'aurais pu le mettre, je pourrais peut-être te envoyer le lien. Chemsec a fait un catalogue des produits pour les industriels sans PFAS. Donc quand on cherche un fluide, quand on cherche une peinture, un revêtement, il propose des solutions sans PFAS. C'est une question de coût? C'est plus cher? Ah, je sais pas si c'est possible ça, je sais pas. Là, ils mettent pas l'effet le coup, ils mettent juste l'effet. Ja, dat mag ik. Zoek het naar de hand. Ja, iemand moet op de zijde erbij. Allee, je mag het wel clair. Oui. Et merci. Est-ce qu'il y a des études de cohorte médicales sur les populations pour voir justement l'affluence, pour rechercher encore un peu plus de ce côté-là, l'effet des PFAS sur les personnes? Alors, il y en a qui commencent. Au niveau français, parce que je ne sais pas au Luxembourg, là, pour le coup. Au niveau international, il y en a eu sur les pompiers. Au niveau français, on commence à en faire un petit peu sur les personnes qui travaillent dans l'industrie chimique. Et ça a été très compliqué. Là, on a un institut éco-citoyen qui s'est monté et qui a réussi à trouver des financements pour le faire en tant qu'institut éco-citoyen. Donc, ça commence. Mais nous attendons nos agences régionales de santé pour mettre la vitesse supérieure là-dessus. J'avais aussi une question. Donc, en fait, vous avez beaucoup parlé de l'Europe, mais Oui. si j'ai bien compris, donc on a une contamination globale au niveau mondial. On trouve les PFA, par exemple, aussi en Antarctique et l'Arctique, où on en perd du temps. Qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde? Est-ce que vous avez une idée sur des initiatives qui sont prises à ce niveau-là? Parce que, évidemment, si en Europe, on va réglementer, le problème ne sera pas résolu. Alors, tous les problèmes ne seront pas résolus, mais on aura quand même fait un bon pas en avant pour limiter les choses. Alors, j'ai pas d'infos sur l'Asie, mais au niveau États-Unis, pour le coup, ils ont déjà des restrictions qui sont assez poussées. Alors, pas sur la famille des PFAS, sur le PFOA, sur le PFOS, mais ils ont déjà des limites assez basses. C'est vraiment un sujet pour eux qui a été bien pris en main sur la réglementation, qui a failli être assez affaibli récemment, mais ils ont quand même réussi à garder les fondamentaux. Donc voilà, au niveau des États-Unis, c'est vraiment déjà pas mal réglementé. Et juste une question complémentaire. Si on arrêtait maintenant toutes les pollutions, est-ce que vous avez une idée de combien de temps ça va prendre pour éliminer complètement? Non. Mais non, aujourd'hui, on ne sait pas. C'est très compliqué. Et en plus, voilà, pour le coup, ça va dépendre de quelle structure on considère. Donc il y a des paires fluorées qui sont complètement saturées de fluor partout. Donc là, c'est très difficile de les attaquer parce que vraiment, les atomes de fluor bougent tout. Et les oui, là, il y a
une extrémité de la molécule qui a son fleur. Mais du coup, ça va nous faire un TFA. Donc, je ne sais pas vous répondre à cette question. Si je me souviens bien, c'était Le Monde qui avait ce grand dossier à propos de... Je ne sais plus si c'était seulement les PFAS ou aussi le TFA. Et on calculait combien de milliards par année on devrait investir pour retirer. Pour retirer si on arrêtait maintenant. Mais c'était un nombre fou. Et puis même retirer, par exemple, retirer de l'eau, on va mettre une filtration sur charbon, ou encore plus performant, parce que la filtration sur charbon, ça va enlever les plus grosses molécules, mais ça ne va pas enlever le TFA, par exemple. Une osmose inverse va enlever le TFA. Mais après, qu'est-ce qu'on fait du concentrat? On va aller le brûler à 1400 degrés derrière. Donc le charbon actif, aujourd'hui, il est porté à 1400 degrés pour être régénéré et pouvoir à nouveau être utilisé. Donc, En plus, c'est hyper cher. Oui, c'est hyper cher, clairement. Il y a beaucoup d'énergie qui est... Très énergivore, très, très coûteux. Ja. Wir kommen op de Schlagzeug. Bonsoir, merci. Mais en fait, concrètement, en tant que consommateur, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger des PFAS? Parce que si j'ai bien compris, par l'air, il n'y a pas vraiment de contamination. Tout ce qui est touché aussi de produits textiles, ça non plus. Donc c'est vraiment par l'eau que ça va passer. Donc on peut faire attention à l'eau qu'on boit, au choix donc de la marque d'eau qu'on consomme. L'eau du robinet, on ne peut pas faire grand-chose. Jusqu'à présent, dans tous les cas au Luxembourg, si j'ai bien compris, il n'y a pas d'analyses qui ont été faites. Si, il y en a. Donc on peut aller voir concrètement dans sa commune combien je sais pas si vous l'avez par commune. Les sources auxquelles donc on a... Alors ça, c'est ce que nous, on a fait au niveau français. Donc là, c'est l'eau distribuée dans la commune. Ouais. Et ce qu'on avait mis là, c'était ce qui avait été fait. Mais alors, peut-être qu'il y a plus de données au Luxembourg. Voilà. Est-ce qu'il y a des données plus précises par commune qu'on puisse aller voir? Il y a différents... Je ne sais pas si un officiel veut dire quelque chose. Non. Il n'y a pas des analyses par commune, mais il y a certains syndicats, et c'est l'agence, l'administration pour la gestion de l'eau qui a commencé avec les analyses qui partiellement sont disponibles, mais et on est en train d'optimiser les analyses. Mais je refuse l'analyse qu'on ne doit pas boire de l'eau de robinet, mais de l'eau minérale des bouteilles, parce que nos analyses ne montrent pas ce résultat. Hein. Nos analyses montrent bel et bien qu'il y a toujours des avantages de boire de l'eau de robinet et qu'en fait, oui, la qualité pourra se dire bonne, disons. Il y a la problématique des parasites qui avalent, mais bon, en fait, elle n'est pas moindre que celle des bouteilles, alors que celles des bouteilles ont d'autres problèmes environnementaux, etc. C'est-à-dire, nous, on fait quand même un appel, restons au robinet, mais... faisons de la patience sur le milieu étatique, d'analyser davantage et de prendre de plus en plus de mesures, parce que la première question, mais tu vas le dire absolument, c'est pour nous en tant que micro, on a insisté sur l'agriculture. Et si vous voulez vraiment réduire la consommation en PFAS, etc., PFAS, bon, je les mélange tous les deux tout le temps. Claire fait de son mieux que je différencie, mais c'est difficile avec moi. Il faut manger de l'agriculture des aliments biologiques. Ça, c'est le truc le plus simple, entre guillemets, et du point de vue santé, et aussi pour la biodiversité, etc. Moins de pesticides, moins de polluants. Tout à fait. Alors, par exemple, nous, quand on vient de sortir la 7 carte, très clairement, le message derrière, c'est toute l'équipe de Génération Future boit l'eau du robinet. Et autant sur des situations, vous voyez les petits points rouges, on peut avoir une vraie contamination très localisée, et où là, on peut proposer aux gens d'avoir vraiment une filtration d'eau ou de passer sur une autre eau. C'est vraiment pas du tout la solution durable de passer à de l'eau embouteillée. La pression qu'on demande, nous, à nos adhérents et aux gens qui soutiennent, c'est d'aller voir leur mairie, d'aller voir les personnes qui sont en charge de l'eau, c'est externalisé, c'est pas en régie, pour vraiment comprendre quelle est la situation et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme vrai traitement de l'eau. Sachant que quand même, la première exposition, c'est l'alimentation, en tant que telle, sauf que l'eau du robinet. Et donc l'alimentation, c'est moins facile de le gérer parce que c'est des pollutions diffuses.
Mais en effet, en mangeant déjà de l'agriculture bio, on limite le cocktail explosif de l'ensemble des contaminants qu'on peut avoir. Parce que là, on parle des PFAS ce soir, on ne va pas se mentir, il n'y a pas que les PFAS dans ce qu'on mange et dans ce qu'on boit. Désolée, vous plombez l'ambiance, mais... Oui, mais c'est exactement ça. Donc si on habite dans une commune qui est proche d'une grosse entreprise où il y a ce risque, il faut vraiment qu'on aille se renseigner et puis qu'on fasse une démarche plus précise. Et que cette industrie paie la dépollution. C'est dans la région lyonnaise, par exemple, c'est ce qu'on fait. Pardon, il y a certains syndicats qui ont fait des analyses. Regardez sur le site de votre syndicat des eaux. Je ne sais pas, vous habitez oui, sur le site. Non. Il y en a qui commencent à faire des analyses, pas tous, mais je crois que le ministère fait quand même de la pression là-dessus. Et en tant que consommateur, on peut acheter des produits sans PFAS quand on le sait. Par exemple, les revêtements de cuisine, etc., les textiles anti-taches. Voilà, ben, il va falloir aller chercher de quoi nettoyer la tache de ketchup. Mais voilà, quand on consomme ce genre de produit, on sait que finalement, ça va nous revenir en boomerang. Il y a une liste du BUND allemand, Bund für Umwelt und Naturschutz, qui est très bonne pour donner des recommandations aux consommateurs, comment épargner certains produits, et elle est publiée sur notre site aussi, mais vous le trouvez aussi sur le site du Bund. Elle est vraiment très bonne. Ils font des recommandations pour les casseroles, mais les poêles, les poêles, etc. C'est vraiment assez correct. Mais c'est très correct, mais bon, c'est avec les moyens d'une ONG, mais c'est quand même très instructif. Il va aller aussi sur notre site, tu l'as mis là-dessus. Ok, François. Alors, merci beaucoup pour la présentation et les explications. Moi, ça m'a aidé beaucoup pour voir un peu plus clair. Je voulais juste faire une remarque ou partiellement la question je pourrais donner une petite réponse pour la ville du Luxembourg parce que ça fait justement un des derniers conseils communaux où on avait demandé quelle était la contamination de l'eau qui sort du robinet ici à Luxembourgville. Bon, premièrement, on nous avait dit que le TFA, il ne sait ça pas encore. Donc je crois que ça, c'est un point où le Luxembourg vraiment doit regarder encore plus clair. Après, dans l'eau qui concernait les sources de la ville de Luxembourg, on était entre 0 et 350 nanogrammes de PFAS. Tout en sachant que la ville de Luxembourg, les sources principalement sont dans des milieux de forêt. Donc je doute que ça doit être plus haut dans d'autres parts du pays. Et que l'eau qui vient du CBS, donc c'est quand même la majorité, je crois que c'est 2 tiers du pays, si j'ai bien en tête, là qu'ils étaient entre 0 et 10 nanogrammes. Mais bon, ça c'est je viens vraiment de vérifier le procès verbal exact pour ne pas faire de bêtises. Et en tout cas, je crois que c'est une question où tout le monde aussi, dans les conseils communaux, etc., on peut demander parce que ça varie quand même entre les différentes sources et toutes les communes, Luxembourg, ils s'alimentent un peu de manière différente. Donc voilà, en tout cas, en matière à faire pression, et surtout cette question des TFA, où il y a, en tout cas pour la ville de Luxembourg, aucune réponse. Je crois que ça, c'est quelque chose où on devra vraiment en demander plus. Ja. Nog wat maken? Ja. Quelle est la capacité d'élimination ou d'évacuation des substances chimiques par le corps humain? Alors, ce que je vous disais, c'est que pour l'instant, on voit plutôt une accumulation. En avançant dans l'âge, on a plus de PFAS dans le sérum, dans le sang. Donc, on ne voit pas d'élimination vraiment. Enfin, après, c'est pour ça que j'attends beaucoup cette deuxième étude de biosurveillance pour voir l'évolution dans le temps. Mais aujourd'hui, on... Donc, accumulation. Ouais. Alors après, en fait, sur la pilule, quoi. En décennies, on va avoir... on n'arrivera pas à l'éliminer complètement dans notre vie. Et au contraire, comme on continue à être exposé, on l'accumule plus. Désolée de cette réponse pas très gaie. On a fait en tant que MECO des analyses de la poussière, etc. Dans les maisons, il y en avait partout, les pesticides. Indépendamment où on vivait, il y avait des pesticides. Est-ce qu'il y en a dans les... J'ai peut-être manqué, dans les pneus?
On n'a jamais posé cette question-là. Je sais pas. C'est pas impossible parce que c'est un. Mais j'ai pas d'exemple en tête. Ça serait intéressant de poser la question parce que vu les poussières que ça fait après, le parti même au niveau mondial, quoi. Ouais. À un moment donné, il faudrait qu'il demande à comment il s'appelle déjà Goodyear de. Il faudrait poser la question à Goodyear. On a une grosse usine Goodyear. Voir s'ils font des pneus sans PFAS. Voilà, peut-être. Je pourrais regarder dans la restriction universelle, du coup, ils font toute l'analyse de la partie transport. Et c'était surtout les fluides et tous les plastiques qui sont dans tous les... Mais je pourrais regarder si la partie pneu était traitée. Sinon, pour le sang, il y a une solution. Il faut faire comme les Rolling Stones, se faire changer le sang tous les ans en Suisse. Pas de problème. La Suisse, avec quel sang? Du sang des alpages. Ouais. Bon, juste pour être sérieux, pour revenir à l'agriculture biologique, évidemment, c'est la solution. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un an, je sais plus, j'étais à une petite conférence. Ce qui est bien au Luxembourg, c'est que quand c'est un petit pays, on peut se retrouver à une conférence, puis il y a un ministre qui est là, qui parle, sans qu'on ait... Bon, bref, et alors, après, il y a l'ouverture aux questions. C'était au lycée agricole de Telbruck. Et puis j'ai dit, que pensez-vous de la proposition de dire le Luxembourg sera 100% bio en 2030 ? Et j'ai eu 0 réponse. Les gens avaient tous la bouche ouverte et ils ne savaient pas quoi dire. Pour dire, si vous êtes intéressé aussi, il y a le Vox, il faut le dire, ça je le dis vraiment, je le dis rarement que je fais de la publicité pour un journal, mais il y a le Vox qui avait une série d'articles sur la crise antique qui était excellent et très très bien recherché. Ceux qui sont abonnés, je ne sais pas si on peut le consulter, si on n'est pas abonné, et regarder une fois, c'est vraiment une analyse, la même analyse qu'on connaît, qui donne vraiment un überblick über das Busch. Ja. Je crois que là. Niveau poisson, il vaut mieux manger des sardines que du saumon, on est d'accord? Alors... Les sardines, au lieu de quoi? C'est la question, quel poisson il faut manger? Alors déjà dans les poissons, il y a... Venez pas tous avec vos préférences alimentaires maintenant. Hein? Il y a une différence poisson d'eau douce et poisson d'eau de mer. Les poissons d'eau douce sont beaucoup plus exposés parce qu'ils sont vraiment dans la vase, alors que dans l'eau de mer, c'est un peu plus dilué pour eux. Donc il y a vraiment cette différence-là. Par exemple, l'anguille, c'est compliqué, quoi. C'est vrai. Et après, en effet, il y a cette partie chaîne alimentaire où les plus gros poissons vont avoir plus accumulé que le début de la chaîne. Bon, après, c'est quand même beaucoup sur les poissons, quoi. 69% des poissons qui contiennent des PFAS, ça donne pas très envie. Ok, zoeken naar de wonderen, of naar info, als de handen die gaan in daar. Encore une petite conclusion. Wir fangen doen los, aber sonst manchmal sind Google schon, weißt du, die kleinen Beutel. Pardon, Blanche, quand même une petite conclusion. Quand on mange végétarien, on est moins quand même exposé. Alors, les pourcentages sont moindres, vous avez raison. Les taux aussi, vous voyez, le taux max dans les légumes, c'était quand même moindre. Après, on en mange plus, comme c'est des taux au kilo. On mange plus de brocolis qu'on mange de viande, normalement. Enfin bon, ça dépend de certains, ceci dit, mais en général. Donc, oui, ça ne peut être que bénéfique. Après, malheureusement, je n'ai pas une solution miracle pour vous dire que vous n'en aurez pas du tout. Mais végétarien et bio, là, on commence à devenir... On commence à être de mieux en mieux. Et puis, il n'y a pas que les PFAS, on améliore plein d'autres choses aussi dans sa santé. S'il vous plaît, il manque un chiffre sur les céréales, vous n'avez rien là-dessus, parce que c'est quand même une base pour l'alimentation. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup moins d'échantillons. Et donc, c'était pas très représentatif. Donc, l'année 2024, en France, on va avoir plus d'échantillons. Donc, on va mettre une mise à jour de cette étude l'année prochaine, où on espère qu'on aura plus d'échantillons pour pouvoir sortir des chiffres qui veulent dire quelque chose. Ok, dan gucken we straks een keer op naar voren naar de visite. Je ne l'entends net. Alors, vous dites vraiment un grand merci. Bon, quand tu n'es pas maintenant pour l'ambiance, bon. Oui, non. C'est à moi qu'il faut inviter si vous voulez jouer de l'ambiance. mais en tant que personne,
En tant que femme, tu as quand même une très belle ambiance. Alors, merci beaucoup à vous d'être venus ce soir. Je vous invite vraiment à bouffer encore des pains surprises après avec nous, parce que sinon, on reste avec des pains surprises. Alors, je vous invite à boire un verre ensemble. Et un grand merci à toi. Et information importante. La conférence sera mise online sur notre site. Elle devra être disponible vers mercredi, quelque chose comme ça, mercredi, jeudi. Et toi, tu mets aussi à disposition les PP, non? Tout à fait. Alors, pour ceux qui ont levé leur indice, ça valait quand même la peine. Alors, merci. Elle sera disponible vers mercredi, jeudi. Hein. Merci beaucoup à vous.